Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce mercredi. Bien plus qu'une victoire, un triomphe. Donald Trump a réussi le plus incroyable comeback de l'histoire politique américaine. Il s'installera à nouveau à la Maison-Blanche en janvier prochain. Quelles conséquences pour les États-Unis, l'Europe et la France? Reportage et explications dans un instant. Le retour en France du meurtrier présumé de Philippines. Il a été extradé de Suisse. Cela devrait permettre à l'enquête d'avancer. Le suspect, un ressortissant marocain de 22 ans, vient d'être mis en examen pour meurtre et viol en récidive. Michelin et Auchan, qui s'apprêtent à supprimer 3600 emplois, doivent-ils rendre les aides publiques qu'ils ont perçues? Le Premier ministre Michel Barnier veut savoir comment cet argent a été utilisé. Dans ce journal également, vous verrez comment les communes utilisent la technologie pour identifier et faire payer les pollueurs qui se débarrassent de leurs déchets sur la voie publique. Enfin, nous partirons sur les traces du bison. Il avait disparu des forêts européennes. Il revient peu à peu, notamment dans les Carpates, et même plus surprenant en France. « 8h30 ce matin, heure française, 2h30 à Palm Beach, en Floride. Donald Trump, écrasant vainqueur de l'élection présidentielle, prend la parole et fait une promesse. Ça va être vraiment l'âge d'or de l'Amérique. C'est ce qui va se passer. Le 20 janvier prochain, il sera donc à nouveau installé dans le bureau ovale. Donald Trump a réussi son incroyable pari, se faire réélire 4 ans après avoir quitté le pouvoir en plein chaos. Sa victoire ressemble presque à un plébiscite. C'est aussi pour lui une revanche. Henri Dreyfus, Léa Merlier et Alix Sponsard. Donald Trump deviendra le 47e président des États-Unis. C'est sans aucun doute le retour le plus stupéfiant de l'histoire politique américaine contemporaine. Nul besoin d'attendre la proclamation officielle des résultats après cette victoire par chaos. L'exact inverse du duel serré, attendu. Le Parti républicain raflant tous les États clés. Après avoir relu une dernière fois son discours, Donald Trump se présente serein en vainqueur. Nous avons surmonté des obstacles que personne n'aurait cru possible. Et il est maintenant clair que nous avons réalisé la chose politique la plus incroyable. Regardez ce qui s'est passé, c'est fou! Avec 294 grands électeurs républicains, le milliardaire a visiblement su convaincre bien au-delà de son camp. Depuis sa première élection, Donald Trump a conquis des millions d'électeurs, pourtant peu acquis à sa cause. Plus 2 points chez les femmes, 4 chez les Afro-Américains, 16 chez les Hispaniques. Cet après-midi, ses partisans savourent leur victoire. Ça va bien se passer. Il a la peau dure, mais il aime l'Amérique. Je crois qu'il va faire exactement ce qu'il a dit. Parmi ses premières mesures, des expulsions massives de migrants, une hausse d'au moins 10% des droits de douane sur tous les produits importés et la remise en cause d'accords environnementaux. Des décisions radicales, rendues possibles grâce à une majorité à la Cour suprême, désormais au Sénat et probablement à la Chambre des représentants. Des pleins pouvoirs ou presque qui inquiètent le camp démocrate. Il va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire des mesures dangereuses et nocives pour les gens. Donald Trump va néanmoins devoir attendre. D'abord le vote des grands électeurs le 17 décembre, puis la certification du Congrès le 6 janvier, avant son investiture 15 jours plus tard. Peu de détails filtrent sur le casting de sa future administration, à une exception notable, Elon Musk, ici à droite. L'homme le plus riche du monde et soutien déterminant de Trump devrait se voir confier des responsabilités. Quant à Kamala Harris, la perdante démocrate n'est toujours pas apparue en public. Elle doit prendre la parole ce soir vers 22h, heure française. Kamala Harris qui a appelé aujourd'hui Donald Trump pour le féliciter de sa victoire. Elle reconnaît ainsi sa défaite. Elle a évoqué avec le futur président l'importance d'une passation pacifique du pouvoir. Donald Trump qui a réussi un autre exploit pour la première fois depuis 20 ans. Un candidat du Parti républicain a remporté le suffrage populaire. Il a recueilli 5 millions de voix de plus que Kamala Harris. Plus de 71 millions d'Américains ont voté pour lui, la plupart avec enthousiasme, y compris des électeurs a priori très éloignés de ses positions. Jeanne Cancard, Florence de Juvigny et Romain Reverdy. La Pennsylvanie a été l'un des États les plus disputés. L'un de ceux qui a basculé côté républicain la nuit dernière. Nous y rencontrons Thomas. Pour la 3e fois, il a voté Donald Trump. Désolé, c'est bruyant.
À 33 ans, il est salarié d'une entreprise de fabrication de béton. Selon lui, Donald Trump est le seul à pouvoir relancer les contrats de sa société. Pendant le premier mandat de Trump, il y avait énormément de chantiers, beaucoup de travail. On espère que ça sera pareil, avec plus de commandes, plus d'emplois et plus de gens qui viennent travailler chez nous. Direction Atlanta, plus au sud en Géorgie. Un État repris par Donald Trump, aux démocrates qui lui avaient soufflé il y a 4 ans. Ici, les questions de société ont fait la différence. J'ai voté pour ses principes, je suis contre l'avortement, je suis très conservatrice et je n'aime pas ce que les autres partis représentent. Le président élu a réussi son pari, mobiliser la base des électeurs traditionnels. Même si E.J., 77 ans, nous avoue avoir voté pour lui à contre-cœur. J'ai voté pour les Républicains parce que c'est le parti conservateur, mais je n'ai pas voté pour lui. Autre succès pour Donald Trump, il a su glaner les voix qui lui manquaient en 2020, celles de la communauté afro-américaine. Dans ce supermarché de discount d'un quartier défavorisé d'Atlanta, Ahmed, 36 ans, est propriétaire d'un restaurant. À cause des taxes, il a dû licencier 2 employés cette année. Alors pour la première fois, il a voté Donald Trump. Vous savez, l'année dernière, j'ai payé $6 000 de taxes. J'espère au moins payer $1 000 de moins pour pouvoir payer mes employés et sans retard. À Charlotte, en Caroline du Nord, l'immigration, l'obsession de Donald Trump a aussi pesé dans la balance. Selon moi, il peut résoudre le problème. Je pense qu'on doit fermer les frontières. Tout le monde est le bienvenu, mais qu'il vienne légalement. C'est l'un des sujets sur lequel Donald Trump promet d'agir vite dès son retour. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont parlé ce soir au téléphone. L'Élysée explique qu'ils ont exprimé leur volonté d'œuvrer au retour de la paix et de la stabilité face aux grandes crises internationales. Fin de citation. Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump a répété qu'il voulait réindustrialiser les États-Unis et même voler, ce sont ces termes, voler des emplois dans d'autres pays pour les ramener en Amérique. S'il passe à l'acte, quelles seront les conséquences pour la France, notre industrie, notre agriculture et aussi les consommateurs? Léa Kebdani, Antoine Casabonne et Christophe Deveau. Et si l'élection de Donald Trump faisait baisser le prix du carburant chez nous? Ça va nous aider tous et ça va faire que du bien pour les poches des Français. Ça fera plus de sous pour moi. Tant mieux. C'est en effet ce qui pourrait se passer. Donald Trump l'a dit dès sa campagne, il veut forer plus pour extraire plus d'hydrocarbures. Le but, faire baisser le prix du pétrole, peu importe les enjeux environnementaux. Cette élection pourrait avoir de nombreuses conséquences économiques sur notre quotidien. Pour nos entreprises aussi. Dans ce vignoble bordelais, la situation inquiète. Donc il faut imaginer que 5 à 10% du vin produit ici partira sur le marché américain. Donald Trump a annoncé vouloir taxer les produits venant de France de 10 à 20%. Les importateurs vont certainement diminuer les volumes et les vins qui seront présents sur le marché pour une même qualité seront plus chers. Le consommateur risque de moins acheter, voire de ne plus acheter notre vin. Les États-Unis sont aujourd'hui notre premier partenaire commercial hors Union européenne. On y exporte pour 3,9 milliards d'euros de boissons, un peu plus de 4 milliards d'euros de produits pharmaceutiques et 8 milliards dans le secteur aéronautique. L'Europe n'est pas la seule cible économique de Donald Trump. Les produits chinois pourraient, eux, être taxés jusqu'à 60%. Résultat, les fabricants chinois trouveraient moins de débouchés aux États-Unis et se tourneraient vers l'Europe pour écouler leurs stocks. Les conséquences positives seraient pour le consommateur parce qu'il va voir certains prix baisser, donc c'est l'inflation qui va baisser. Des produits moins chers dans l'automobile ou les technologies par exemple. Mais cette arrivée massive pourrait aussi fragiliser l'industrie française et donc menacer des emplois. Le retour de Donald Trump à la tête de la première puissance militaire mondiale aura des conséquences bien au-delà des États-Unis. Va-t-il abandonner l'Ukraine à son sort? Va-t-il demander aux Européens de se défendre sans l'aide de l'OTAN? Va-t-il laisser son grand ami Benyamin Netanyahou aller au bout de ses ambitions au Moyen-Orient? Ignacio Bornassin, Héloïse Gambier et Alexandre Topny. Ils s'affichaient comme les meilleurs amis du monde lors d'une visite privée de Benyamin Netanyahou chez Donald Trump en Floride au mois de juillet.
Ce matin, le Premier ministre israélien est l'un des premiers à féliciter son ami élu président. Votre retour historique à la Maison-Blanche offre un nouvel avenir à l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et les États-Unis. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, quel avenir pour le conflit au Moyen-Orient? Kamala Harris appelait à un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza et au Liban. Donald Trump, lui, n'évoque pas cette possibilité. Donald Trump a dit qu'il soutiendrait Israël de manière indéfectible. Donald Trump dit aussi qu'il ne veut pas de guerre. Donc il est possible aussi qu'il fasse quand même pression sur Netanyahou. Donald Trump a aussi juré qu'il mettrait fin en 24 heures à la guerre en Ukraine. Comment? En stoppant l'aide militaire américaine. 65 milliards de dollars, 4 fois plus que l'Allemagne, 12 fois plus que la France. Sur la ligne de front, ces soldats ukrainiens craignent le pire. Qu'est-ce que l'élection de Trump va nous apporter? Rien de bon. Si Donald Trump veut se désengager du terrain ukrainien, c'est qu'il estime que c'est aux Européens de payer. Même raisonnement sur l'OTAN. Les États-Unis sont les premiers contributeurs à l'alliance militaire transatlantique. Donald Trump menace de la quitter si les Européens ne payent pas davantage. Et là, il est allé encore plus loin récemment puisqu'il a dit que ceux qui ne paieraient pas suffisamment, non seulement les États-Unis ne viendraient pas à leur secours, mais qu'en plus, il inciterait même la Russie à les attaquer. Alors ensuite, il avait rétropédalé pour dire qu'évidemment, il ne mettrait pas cette menace à exécution. Sur le plan militaire, la volonté de Donald Trump semble claire. Il ne veut plus que les États-Unis jouent le rôle de gendarme du monde. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi l'extradition vers la France de l'homme suspecté du meurtre de Philippine dans le bois de Boulogne en septembre dernier. Ce soir, il était mis en examen pour meurtre et viol en récidive. Quelles sont les prochaines étapes judiciaires? Cela va-t-il enfin permettre de faire avancer l'enquête? Maureen Bajac, Alexandre Guillet et Alexia Bière. C'est la première image du meurtrier présumé de Philippine. Une extradition sous haute protection. Il entre dans le poste frontière, encadré par les policiers suisses, puis ressort encagoulé, remis à la justice française. 5 heures plus tard, le convoi arrive au tribunal de Paris. Derrière ses vitres, le juge d'instruction l'attend pour son premier interrogatoire et sa mise en examen pour meurtre et viol. Un tournant dans l'enquête. Ça accélère énormément la procédure et évidemment pour la famille de la victime, c'est quand même une très bonne chose. À ce moment-là, il est présenté au juge d'instruction qui va l'interroger pour savoir s'il veut faire des déclarations, répondre à des questions, mais il a aussi le droit de garder le silence. Le juge des libertés et de la détention doit ensuite décider s'il reste en prison. Cette extradition permettra-t-elle de comprendre ce qui s'est passé au bois de Boulogne? L'autopsie révèle que Philippine est morte asphyxiée, mais impossible de savoir si elle a été violée. Les enquêteurs ont épluché des milliers d'heures de vidéosurveillance pour reconstituer ces dernières heures. Ils remontent la piste du suspect alors qu'il utilise la carte bleue de Philippine à Montreuil. Est-ce un crime sexuel ou crapuleux? Tao, 22 ans, a déjà été condamné pour viol en 2021. Contactés, les parents de la victime n'ont pas souhaité s'exprimer. Philippine avait 19 ans. Un millier de personnes ont défilé en silence cet après-midi dans les rues de Romans-sur-Isère en hommage à Nicolas, ce jeune rugbyman de 22 ans, tué sur le parking d'une discothèque il y a 5 jours. 2 suspects âgés de 19 et 23 ans ont depuis été interpellés. Où s'arrêteront les violences dans le football amateur? Des arbitres sont régulièrement agressés, des bagarres éclatent sur les terrains, mais jamais des entraîneurs, des éducateurs n'avaient été visés chez eux. C'est pourtant ce qui vient d'arriver à Colomiers, près de Toulouse. Reportage sur place de Cécile Petit et Perrine Mislange. Il a accepté de nous raconter, mais souhaite rester anonyme. Le véhicule était stationné en bord de clôture. Il y a l'odeur encore, il ne reste absolument plus rien. À part ces marques, laissées par les flammes. Car il y a 10 jours, c'est ici, juste devant sa maison, que cet éducateur de football amateur capture ces images en pleine nuit. Rapidement, les pompiers interviennent. Le pire est évité. Si j'avais été garé 10 mètres plus loin, ça aurait pu se propager à la maison. On a des enfants, on a des familles, ça aurait pu être dramatique. 1 heure plus tard, le véhicule d'un autre entraîneur du club s'embrase à son tour. Cette fois-ci, la maison est partiellement brûlée. Où les coupables pourraient être des parents de joueurs chez les moins de 11 ans.
peut parfois avoir des altercations verbales, ça arrive. Dans ces cas-là, il y a un process. Mais je ne pensais pas qu'on en viendrait à ça. Ouais. L'origine probable de cet éclat de colère, la non-sélection de certains enfants dans l'équipe principale. Pour ce parent de licencié du club, pas de quoi justifier un tel accès de violence. On peut tous ne pas être d'accord avec des décisions, que ce soit de l'entraîneur, de l'arbitre, mais jamais on doit arriver à de tels excès. Pourtant, depuis quelques années, chez les moins de 11 ans, l'ambiance se dégrade sur le bord du terrain. Ce que l'on constate, c'est la montée de la violence au quotidien. On est interloqué, on est effaré, mais pas surpris, parce que c'est des choses qui sont aujourd'hui trop présentes. Comme l'agression de cet arbitre en région parisienne, ou ce match amateur chez les enfants en février dernier. Ce phénomène, on l'appelle projet Mbappé. C'est le rêve de certains parents qui se projettent, tout simplement, au travers de leur enfant. Ils imaginent qu'ils vont gagner le ticket du loto. En guise de soutien aux éducateurs, une cagnotte a été ouverte et aucun match ne sera joué ce week-end chez les amateurs, dans tout le département. C'était il y a 6 ans, presque jour pour jour. 2 immeubles s'effondraient rue d'Aubagne à Marseille, entraînant la mort de 8 personnes. Le procès de cette catastrophe s'ouvre demain. Parmi les personnes poursuivies, des copropriétaires, un syndic, un expert et même un ancien maire adjoint de Marseille. Les leçons ont-elles été tirées de ce drame? Que sont devenus les habitants de la rue? Emmanuel Binet et Marwan Jit. C'est un trou béant, surnommé la dent creuse, qui ravive chez tous les passants un souvenir douloureux. Le 5 novembre 2018, à 9h05 précise, 2 immeubles s'effondrent rue d'Aubagne, 8 Marseillais perdent la vie et des milliers d'autres sont évacués. Pour ses proches de l'une des victimes, l'ouverture de ce procès marque la fin d'une attente interminable. On attend que justice soit faite, mais j'espère qu'ils n'attendront pas juste des sanctions financières. Il faut que ces personnes-là ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont tué des gens. Le combat, honnêtement, je me dois de le mener. Pour sa mémoire, pour leur mémoire. Dès demain, face aux 87 parties civiles, comparaîtront 16 prévenus. Parmi eux, l'avocat de Julien Ruas, ex-adjoint au maire de Marseille, est confiant. En ce qui concerne mon client, M. Ruas, lui, il attend avec impatience, il est droit dans ses bottes. Il dit qu'il a parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes. Il attend sereinement, avec ses 2 avocats, qu'enfin, il puisse être déclaré innocent. Mais alors, 6 ans après, la ville de Marseille a-t-elle tiré les leçons de cette catastrophe? Depuis, les agents municipaux multiplient les chantiers. Plus de 130 ont été lancés. On a posé des étais avec 2 poutres de répartition au sol. Parmi eux, cet immeuble évacué, aux murs rongés par les infiltrations d'eau. Lorsqu'on a cassé cette contrecloison, on s'est rendu compte que le mur était en très mauvais état. Dans un premier temps, on a installé ce système qui soutient le mur provisoirement et nous allons reprendre toute la partie qui est défectueuse par une nouvelle maçonnerie de type béton armé. Mais la deuxième ville de France compte encore 40 000 logements indignes, comprenez insalubres ou dangereux, soit une habitation sur 10, y compris à quelques numéros du drame de la rue d'Aubagne. Ici, on a des morceaux d'escalier qui sont tombés, des fissures dans tous les escaliers, notamment au-dessus de nos têtes avec des fissures qui se sont malheureusement agrandies. Pour finir, ici, nous avons une espèce de caisson et tout s'est effondré. Ici, il y a près d'un an, seul le 4e étage et le rez-de-chaussée ont été évacués par arrêté de péril, mais pas les étages intermédiaires. Comment l'expliquer? Selon cet élu en charge du logement, la ville manque de moyens. La ville est même limitée elle-même par ses propres capacités légales, techniques, voire financières. Après 6 ans d'instruction, le procès de la rue d'Aubagne s'ouvrira demain au tribunal judiciaire de Marseille. Il durera plus d'1 mois, jusqu'au 18 décembre prochain. C'est l'une des plus grosses saisies d'argent liquide liées au trafic de drogue ces dernières années en France. Avant-hier, les policiers ont découvert 1 200 000 € dans un véhicule intercepté dans les Bouches-du-Rhône. Comment les forces de l'ordre, en particulier les douaniers, font-ils pour remonter les filières de l'argent sale? Quelles sont leurs techniques? C'est l'enquête passionnante de ce 20h signée Laszlo Gelabert, Elsa Assalit et Christophe Annès. Opération contrôle de la douane dans ce bus. Pavot, un jeune labrador, ne cherche pas de la drogue, mais des billets de banque.
Il a été formé cette année avec son maître chien, qui souhaite rester anonyme. Il est formé à l'odeur du papier et de l'encre. Il peut repérer assez facilement les billets de banque. Depuis 2015, cette brigade utilise des chiens pour dénicher d'importantes sommes d'argent. Ce jour-là, rien à signaler, mais sur ces photos de saisie, voilà ce qu'ils sont capables de renifler. 850 000 € cachés dans les portières, et même dans la coudoir centrale de cette voiture. De l'argent sale issu de trafics illégaux que les délinquants veulent blanchir. C'est ce que traquent ces douaniers au péage de Saint-Avold, en Moselle. On est sur l'axe entre la région parisienne, la région lyonnaise et l'Allemagne. À peu près tous les trafics génèrent de l'argent liquide. Les trafiquants, s'ils veulent pouvoir l'utiliser sans avoir d'ennui, ils ont une obligation en fait, de les convertir. Pour convertir cet argent sale, certains trafiquants vont en Allemagne acheter des voitures qu'ils revendent en France. Leur argent est alors blanchi. Mais ces opérations de blanchiment se font aussi sur Internet. 24 heures sur 24, ces cyberdouaniers surveillent les échanges illicites d'argent en ligne. Leur mission demande la plus grande discrétion. Et leur recherche commence sur des sites comme celui-ci, accessibles via le Darknet. C'est une plateforme internationale de vente de produits stupéfiants et d'armes notamment. Ils vendent à destination du monde entier, mais notamment de la France. Cette marchandise illégale est vendue en monnaie virtuelle, comme des bitcoins. Bien plus difficile à tracer que de l'argent réel, l'identité des acheteurs et des vendeurs est anonyme. Le vendeur de stupéfiants va faire des profits, avec évidemment donc de l'argent sale, parce que c'est issu d'une marchandise interdite. Et notre rôle, donc, c'est d'identifier ce vendeur. Comment identifier les vendeurs, justement? Pour blanchir leur argent sale, ces délinquants ont plusieurs solutions. Payer des biens directement en crypto-monnaie, comme des nuits d'hôtel et même des yachts. Ou convertir cet argent virtuel via des plateformes de change, en dollars par exemple. Autant d'activités scrutées par les cyberdouaniers. Un fraudeur, en général, il finit toujours par faire une erreur. Comme dans la vraie vie, sur le web comme dans la vraie vie. L'erreur vient souvent du logiciel utilisé par les trafiquants pour dissimuler leur adresse, en se localisant dans d'autres pays. Comme tous les logiciels, celui-ci peut parfois ne plus fonctionner. Les autorités repèrent alors l'adresse du contrevenant et parviennent à l'identifier. Ces enquêtes peuvent durer quelques jours ou plusieurs années. On peut avoir un blanchiment de 20 000 € parce qu'on est sur un petit trafic, comme une saisie de plusieurs millions d'euros sur un seul dossier parce qu'on est face à une organisation criminelle beaucoup plus puissante. Une lutte contre les trafics illégaux qui passe aussi par la saisie de ces sommes d'argent. Pour continuer de frapper au porte-monnaie des trafiquants, les enquêteurs doivent s'adapter à des technologies toujours plus pointues. Il faut investir dans la formation des agents parce qu'en fait, c'est des phénomènes qui évoluent sans cesse. Donc à peine les agents sont formés à une méthode, à un outil qui a une forme d'obsolescence très rapide. Cette année 2024 pourrait être une année exceptionnelle en termes de saisie. 175 millions d'euros issus de trafics illicites ont déjà été détectés par les douaniers, soit 12 millions de plus que l'an dernier. Très peu de communes sont épargnées par ce fléau. Il y aurait en France 36 000 dépôts sauvages. Certains contiennent plusieurs tonnes de détritus, de gravats provenant de chantiers. À Draguignan, dans le Var, la municipalité a décidé de sévir en utilisant une toute nouvelle technologie qui permet d'identifier rapidement les pollueurs. Reportage de Manon Amiot et Audrey Lady. Tous les matins, ces agents municipaux fouillent les poubelles à la recherche d'une identité. Là, il n'y a pas de nom non plus. Là non plus, il n'y a pas de nom. Ces déchets ont été abandonnés juste aux abords de conteneurs. Une enveloppe. Non. Mais pas d'adresse. Mauvaise pioche. Ils décortiquent le contenu d'un troisième sac et trouvent enfin un courrier. Je l'ai déjà pris en photo pour le joindre à la procédure et on l'a récupéré. Donc, en rentrant au poste, on va pouvoir rédiger un procès-verbal. Le policier transmet alors via une application le lieu et le type de déchets à un agent du service propreté. Et là, on peut constater que mes collègues nous ont bien transmis le dépôt sauvage. Tous les jours, c'est non-stop et il y en a énormément. Autre stratégie, la ville a investi dans une trentaine d'appareils photo pour surveiller les mauvais comportements. Toutes les 5 secondes, on a un cliché. Donc si la personne, dès qu'elle arrive, on voit prendre l'objet, ou l'encombrant, disons, poser, on a la preuve que c'est eux, avec la plaque de la voiture.
Grâce à ces preuves, la police peut désormais verbaliser. Ces deux méthodes nous permettent d'aller sur des contraventions lorsque les infractions sont commises à l'aide des véhicules, sur des infractions qui peuvent aller jusqu'à 1 500 €. Et sur la fouille des sacs au sol, ce sont des infractions de 4e classe qui peuvent aller jusqu'à 135 €. L'objectif est clair, remédier à ces montagnes de déchets sauvages, près d'1,4 tonne par jour, car ils coûtent cher à la municipalité. Le surcoût de traiter ces déchets sauvages, c'est 460 000 € par an. Donc c'est quand même assez conséquent pour une ville comme la nôtre, 460 000 € par an. S'il y a des personnes qui sont un peu m'en-foutistes, non, c'est pas le but. On n'est pas là pour offrir un service pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter. Et si toutes ces mesures ne suffisent pas à dissuader les contrevenants, la ville de Draguignan l'affirme, elle n'hésitera pas à augmenter ses impôts. Une semaine après les inondations meurtrières qui ont dévasté la région de Valence, les autorités espagnoles ont dévoilé pour la première fois le nombre de disparus. Il serait 89. Le bilan est par ailleurs de 219 morts. Le tsunami de boue qui a submergé des villes entières a aussi fragilisé les constructions. Dans la ville de Chiva, près de Valence, plusieurs immeubles se sont effondrés. Les habitants ont dû être évacués. Sur place, Sophie Chevalreau, Axel Charles Messens et Vincent Piron. Un torrent destructeur a traversé la ville de Chiva. Des dizaines de maisons ont été rayées de la carte. D'autres tiennent encore debout, mais pour combien de temps? La façade de l'immeuble où vit Mercedes a été fortement endommagée, mais elle continue de dormir chez elle, ici à l'étage. Eh oui, je vais habiter où sinon? On attend que le bâtiment soit inspecté pour savoir s'il y a un danger. On ne le sait pas encore. On verra ce que les experts disent. Moi, je pense que ça va, mais on n'en est pas sûr. Je pense que ça va pas s'effondrer. Je pense pas. Des experts doivent en effet inspecter les bâtiments touchés. Dans l'urgence, des étais ont été installés à plusieurs endroits. Ici, sur la maison mitoyenne à celle de Manuel. Si j'entends du bruit, je cours. Elle sera démolie, comme d'autres. Ce bâtiment a été en partie détruit par le torrent et la mairie prévoit de le démolir d'ici peu car elle craint un effet domino. C'est-à-dire que si le bâtiment s'effondre, il pourrait emporter avec lui toutes les habitations de la rue. Face au risque, 130 logements ont été évacués. Tant que nous n'avons pas la certitude que les lieux sont sûrs, on ne laissera pas les gens rentrer chez eux. On doit être sûr à 100% de leur sécurité. Il faut trouver des solutions de relogement, mais pour le moment, il n'y a pas de besoin. Les gens ont un cousin, un ami, un voisin chez qui aller. Au milieu du chaos, la vie continue à Chiva. Pour remplacer temporairement ce pont, une passerelle a été installée. Ça va prendre du temps, des années pour un retour à la normale. Oui, plusieurs années, c'est sûr. Loin de baisser les bras, les habitants de Chiva se sont organisés pour venir en aide aux sinistrés, en attendant les aides financières promises par l'État pour reconstruire une vie, ici. En France, cette question d'autant plus dans l'actualité qu'elle a été soulevée hier par le Premier ministre lui-même. Michelin et Auchan, qui ont annoncé 3600 suppressions d'emplois, vont-ils devoir rendre les aides publiques qu'ils ont perçues ces dernières années? De quelle somme parle-t-on? À quoi cet argent a-t-il servi? Réponse de Charles Divot et Bastien Auger. Michelin et Auchan ont-ils gaspillé de l'argent public? C'est ce qu'a laissé entendre hier le Premier ministre. J'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. De quel montant parle-t-on? Nous avons posé la question à la porte-parole du gouvernement. Je n'ai pas d'informations précises sur le montant, mais... Pas plus de précision. Alors, nous avons demandé aux principaux intéressés. Ont-ils touché de l'argent public? Combien? Et pour quoi faire? Le groupe Michelin d'abord nous assure avoir touché l'an dernier 5 millions d'euros d'aides utilisées pour moderniser certains sites de production, pas ceux dont la fermeture a été annoncée. À cela s'ajoutent 42 millions d'euros d'exonération d'impôts, car comme n'importe quelle autre entreprise, Michelin bénéficie du CIR, le crédit impôt recherche. Ce crédit a permis de rapatrier des activités de recherche et développement du Japon et des États-Unis en France. Le groupe Auchan, lui aussi, nous assure n'avoir bénéficié que d'une exonération d'impôts grâce au crédit impôt recherche, quelques dizaines de milliers d'euros l'an dernier. Précision, toutes ces sommes d'argent public n'empêchent pas une entreprise de licencier des salariés
en cas de difficultés économiques. Non, ils n'ont pas à devoir maintenir, par exemple, des emplois ou à augmenter des emplois. La seule contrepartie, entre guillemets, c'était de montrer qu'effectivement, on avait fait des efforts en matière d'investissement, de recherche. Voilà d'ailleurs pourquoi, malgré les plans de licenciement annoncés, ni Michelin ni Auchan n'auront à rembourser l'argent public touché ces dernières années. Nous en parlons fréquemment dans nos journaux. 1 Français sur 3 vit dans un désert médical. L'une des solutions pourrait être le recours à l'intelligence artificielle, pas pour remplacer les médecins, mais pour alléger leurs tâches. C'est déjà le cas dans plusieurs dizaines de cabinets médicaux. Regardez l'étonnant reportage de David Desarrojo, Jean-Philippe Eckett et Joséphine de Franqueville. Si vous êtes d'accord, du coup là, j'utilise un outil qui enregistre notre conversation. Et si à l'avenir, nos consultations ressemblaient à ça? Pas de bloc-notes, pas de stylo, mais juste ce micro. C'est en fait une intelligence artificielle capable d'enregistrer tout ce qui se dit dans le cabinet et d'en faire un compte-rendu en temps réel. Pendant toute la période de la consultation, il y a une petite icône ici qui montre que ça enregistre bien. Et dès que je vais avoir fini, je vais juste cliquer là sur « Générer la synthèse ». Près de 400 médecins utilisent cette technologie qui vient d'être lancée il y a quelques jours. L'intelligence artificielle permettrait de se libérer des tâches administratives si l'on en croit cette généraliste. Je prends plus de notes. Je ne fais que parler avec mes patients, ce qui est quand même vraiment beaucoup plus agréable. Le gros avantage aussi de cet outil, c'est que comme ça déroule toute la consultation, au final, le rendu de notes qu'on a, il est beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus complet que ce qu'on avait tendance à faire. L'entreprise qui développe l'application assure que toutes les données restent privées, seul le médecin peut les consulter. Ses patients sont déjà convaincus. Je trouve ça formidable. Le contact avec le médecin plus longtemps, on peut se parler. On sent quand même le médecin plus disponible d'une certaine façon. L'intelligence artificielle, l'IA, au service des médecins et des patients, ce n'est que le début. Et c'est lui, le créateur de l'application, qui le dit. Les progrès actuels de l'intelligence artificielle, ça ouvre des perspectives incroyables pour nous tous. On va aussi lancer un assistant téléphonique virtuel. On va aussi lancer des outils d'aide à la prescription, aide à la prévention. L'IA, elle va être partout. Partout, en cabinet donc, mais aussi dans les hôpitaux, pour aider les praticiens à s'organiser. Par exemple, pour consulter votre historique médical. C'est souvent long et fastidieux. Certaines informations clés peuvent même se perdre. Donc, lorsqu'un patient passe à l'hôpital, il va y avoir énormément de documents cliniques qui vont être produits. Il y a énormément d'informations qui est contenues là-dedans, mais qui peut être disséminées un peu partout. La PHP a donc développé des algorithmes capables de passer en revue toute votre vie de patient en un instant. Quelques secondes suffisent pour retrouver automatiquement la trace de fragilité ou de maladie contractée par le passé. Utiliser ces outils d'IA pour, à partir d'un gros document qui peut faire plusieurs pages, pour trouver une maladie du foie, un diabète et une consommation tabagique. L'administratif occupe aujourd'hui presque un tiers du temps de travail des médecins. Cela pourrait vite changer. La quasi-totalité des directeurs d'hôpitaux et cliniques prévoit d'investir dans l'IA dès l'an prochain. Moins de temps de préparation, une durée de conservation bien plus longue. Bienvenue au rayon des sauces, des vinaigrettes, des purées en flocons et des gâteaux industriels. Que contiennent-ils exactement? Mathias Béringer, Pierre Corieux et Arnaud Ifergan répondent à cette question dans le grand format préemballé de ce 20h. Combien y a-t-il d'ingrédients dans un 4 quarts? A priori, 4, c'est dans le nom. Un quart de farine, de beurre, de sucre et d'œufs. Mais Nicolas a tout de même voulu vérifier. œufs 4, poudre à lever, tartare de potassium, carbonate de sodium, poudre de lait écrémé, sel, arôme. Il y a du sel, je sais même pas. Arôme naturel de vanille. Et peut contenir des fruits à coque. C'est quand même beaucoup pour un gâteau qui est censé avoir 4 ingrédients. En effet, 10 au total. Allez, on y va ? En regardant les étiquettes de plus près, cela vous inspire? Pas tellement confiance quand même. C'est vrai que ça met un petit doute. Des ingrédients inconnus de nos cuisines, présents dans tous les produits ou presque, en grande surface. Il y en a 13 pour certains yaourts par exemple, contre 4 à la maison. Une simple vinaigrette peut même contenir 16 ingrédients au lieu de 5. Je la fais maison, j'avoue. C'est meilleur. Et au moins, on sait ce qu'on met dedans. Moi, je vais au plus rapide pour le quotidien de tous les jours. J'ai 3 enfants et franchement, moi, je choisis la facilité. Gomme, xanthane, jus d'acérola en poudre, amidon modifié. À quoi peuvent bien servir ces ingrédients?
Sur ce sujet, les industriels ne sont pas très bavards. Mais l'un d'entre eux, leader de la purée déshydratée, a bien voulu nous ouvrir ses portes. Elles vont être après nettoyées, bien évidemment, cuites et transformées en bons flocons de purée de pommes de terre. 500 tonnes arrivent ici chaque jour. Et le directeur en est fier, la pomme de terre constitue 99% de sa recette. Le dernier pourcent, le voici, incorporé à la préparation par ce petit tuyau. Du curcuma pour la couleur, un extrait de romarin pour la conservation et un émulsifiant à base de graisse végétale pour la texture. On est vraiment arrivé au minimum et on continue à travailler pour réduire les quantités. Au point d'enlever tous les additifs de la recette? On peut faire une purée avec de la patate et du beurre, mais au long de l'année, on aura une couleur qui va changer, une texture qui va changer. On a besoin d'apporter des produits qui sont stables dans le temps. Ça se conserverait peut-être 6 mois à la place de 12. Allonger la conservation des produits ou les rendre conformes aux attentes des consommateurs, voilà à quoi servent ces ingrédients supplémentaires. Mais vous allez le voir, certains industriels peuvent aussi en profiter pour faire des économies. Exemple avec cette mayonnaise. Pour remplacer une partie de l'huile, l'eau est le deuxième ingrédient le plus présent de la recette. Évidemment, ça coûte moins cher que de mettre que de l'huile, mais la texture de cette mayonnaise devra être compensée, en mettant notamment des texturants et des émulsifiants pour donner justement, redonner la texture normale d'une mayonnaise. Les industriels savent faire plus simple. C'est possible, mais c'est plus cher. Et pour que ça le soit encore moins, certains fabricants privilégient les additifs de synthèse aux additifs naturels. Sont-ils sans risque? Pour une étude, Mathilde Touvier évalue leur impact sur la santé de plus de 100 000 volontaires. Nitrites, texturants, édulcorants, ces conclusions sont sans appel. Ça peut être obésité, maladie cardiovasculaire, peut-être certains cancers, santé mentale même. Et on travaille maintenant sur les cocktails, donc les mélanges de ces additifs alimentaires qui peuvent interagir entre eux et l'effet que ça peut avoir sur ces maladies. N'ayez crainte, il n'y a pas d'aliments interdits pour autant. Tout est dans la fréquence et les quantités consommées. C'est pourquoi cette chercheuse milite pour la mise en place d'une notation similaire au Nutri-Score pour évaluer la présence et la quantité de ces additifs. Il n'y a pas si longtemps, 1200 ans quand même, il était présent partout dans nos forêts. On dit même que l'empereur Charlemagne le chassait pour ses loisirs. Le bison d'Europe a ensuite disparu, le dernier après la Première Guerre mondiale. Heureusement, depuis quelques années, il a été réintroduit et on le trouve à nouveau à l'état sauvage dans un pays, la Roumanie. Dans les Carpates, Didier Pireschi, Stéphane Iorgulescu et Alexandra Lassiaille se sont approchés en silence car l'animal, bien que massif, est assez timide. À première vue, il peut faire peur, mais c'est un gentil. Le bison d'Europe est un colosse. 2 mètres de hauteur et plus d'1 tonne pour les plus gros spécimens. Pour l'observer, nous partons vers Arménis, en Roumanie, au pied des montagnes des Carpates, où il a été réintroduit, il y a 10 ans. C'est l'association We Wilder qui a initié le retour du bison dans ces montagnes. Nous y retrouvons Adriane, en charge de la mission, et Mattei, le ranger, qui va nous guider sur ses traces. Nous allons nous rendre au centre du territoire du bison, près de la vallée de la rivière Blanche. Ce rescapé de l'époque préhistorique a failli disparaître. Il restait une 50aine d'individus il y a un siècle. Il y en aurait plus de 9000 aujourd'hui en Europe. 200 bisons vivent dans ces montagnes des Carpates. Les voir va demander de la patience. Les bisons aiment bien ce secteur. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Et comme nous l'espérions, un peu plus loin, première rencontre. Celui que nous voyons là-bas est une femelle. Celui-ci est seul. Habituellement, le bison vit en troupeau. Comme nous le montrent ces images, filmées par des caméras cachées dans la forêt par les rangers. Le bison est un animal clé de la biodiversité. D'où les efforts pour le réintroduire. On l'appelle l'architecte de l'habitat, parce qu'il modifie cet habitat. Il mange beaucoup d'herbes et beaucoup d'écorces. Il crée ainsi des clairières, contribue à leur fertilisation, ce qui permet aux insectes et à d'autres espèces de se développer. Mais ce n'est pas tout.
Le bison sert aussi de nourriture aux grands carnivores, comme les ours et les loups, qui sont présents ici. Les premiers bisons des Carpates ont été relâchés il y a 10 ans, en provenance d'autres réserves européennes. Leur arrivée a suscité un peu d'inquiétude chez les villageois. 10 ans après, en dépit de rares incursions près des habitations, aucun incident grave n'est à signaler. Ils sont venus sur mon terrain, ils ont mangé des fruits et du maïs. Si tu les embêtes pas, ils te font rien. Ils n'attaquent pas. Ils sont tranquilles dans leur montagne. Ils sont vraiment très beaux. Le retour du bison est un projet à l'échelle européenne. La France aussi prend sa part. Dans l'arrière-pays niçois, sur la commune d'Andon, une réserve privée abrite une cinquantaine d'individus. Chaque année, le propriétaire fournit des bisons à d'autres pays européens pour contribuer au repeuplement. Dans quelques semaines, il enverra des bêtes en Espagne. Et ces 2 jeunes là vont partir avec la mère, et puis il y a 2 autres jeunes là dans le groupe qui vont partir. Il y a 4 jeunes plus 4 mères. Cet ancien vétérinaire constate chaque jour l'effet vertueux des bisons sur ces terres. 12 ans en arrière, ici il y avait à peine 7 espèces végétales au sol. Au moment où je vous parle, on est à peu près 40. Et ça, c'est la dynamique des territoires qui est créée par la faune sauvage. Sa réserve ne bénéficie d'aucune subvention. Alors pour financer son projet, il a ouvert le domaine au public et organise de petits safaris. Moi, ça me fait pas peur. Je vois qu'ils sont bien traités, donc ça fait plaisir. Émerveillé pour sensibiliser le public à la biodiversité et au rôle majeur que pourrait jouer le bison ces prochaines années. Et comme les bisons restés futés, ne manquez pas, demain à partir de 7h, la matinale de TF1 avec Bruce Toussaint et toute son équipe. Ils recevront notamment les comédiennes Muriel Robin et Anne Nen, les héroïnes de Master Crime. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Les Experts Las Vegas. À 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve bien sûr à 20h. Très bonne soirée à tous. À demain.